Bonsoir à tous et à toutes, très chers amis. Nous sommes aujourd'hui à la 6e lecture du roman L'homme qui voulait être heureux, édité par Laurent Gonel. Merci d'être là, d'écouter et de partager. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Ce fut difficile de rester dans ces registres quand la beauté des sites qui s'offrit à ma vue me coupa presque le souffle. Une succession de bâtiments sans étage et partiellement sans murs, élaborés dans un style colonial contemporain, constitués de matériaux recherchés, de bois rares, de belles pierres offrant à l'œil un doux dégradé, de tons crème, s'ouvraient en direction de la mer. Face à eux, une enfilade de 3 sublimes piscines à débordement sur 3 niveaux. La première était remplie à ras-bord d'une eau qui glissait silencieusement vers la deuxième, en contrebas, qui elle-même déversait dans la troisième, en contrebas, qui elle-même se déversait dans la troisième, dans l'axe où l'un vue vertigineuse sur la mer, du même bleu que les piscines. Celle-ci était si magiquement intégrée au paysage qu'il semblait que la mer elle-même avait été colorée pour s'y assortir. Au-dessus, l'immensité bleue du ciel, quelques cotiers et autres arbres tropicaux étaient judicieusement disposés pour renforcer la beauté et la perfection du site. J'avais l'impression que rien n'aurait pu être ajouté ni soustrait sans entacher cette perception. Un calme absolu, pas de présence humaine visible. Les résidents préféreraient sans doute l'intimité des piscines privées dont ils disposaient devant chaque suite. Dans d'élégants jardins privatifs abritaient des regards. Seuls quelques employés dont la livrée écrue se fondait sur les murs faisaient parfois une discrète et silencieuse apparition, se glissant tels des fantômes entre les colonnes des bâtiments épars. Je repris mon chemin vers la réception. Ayant plus en plus de mal à me sentir à l'aise en ce lieu, je fus accueilli par un homme distingué, lui aussi en livrée écrue, affable et souriant. Je pris un air rassuré. Bonjour, je voudrais consulter un écran connecté à Internet, s'il vous plaît. Vous résidez à l'hôtel, monsieur? Pourquoi me posait-il la question? Il savait pertinemment que non. J'avais lu dans mon guide que l'hôtel employait 200 personnes pour s'occuper des 70 résidents. Les salariés apprenaient tous les jours par cœur leurs noms qu'ils employaient chaque fois qu'ils les croisaient. Comment allez-vous, monsieur Smith? Belle journée, madame Crane, n'est-ce pas? Vous avez l'air en pleine forme, monsieur King. Non, je suis au Légéant, mentise, désignant un autre palace de l'île. Je suis en déplacement dans l'Est et j'ai absolument besoin de me connecter quelques minutes à Internet. De toute façon, j'étais sûr qu'il ne conduirait pas un occidental. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur. Il me conduisit dans une élégante salle équipée d'un ordinateur déjà allumé, prêt à m'accueillir. La pièce était presque aussi vaste que l'appartement dans lequel je vivais à l'année. Atmosphère calfeutrée, moquette épaisse au sol, boiserie tropicale au mur, porte vitrée à petits carreaux dont la poignée sculptée devait coûter aussi cher que mon billet d'avion. Il me fallut moins d'un quart d'heure en consultant les diverses propositions du moteur de recherche pour accéder à l'information que je désirais. Ce que je lus confirma ce qu'avait rapidement évoqué le guérisseur. Les laboratoires pharmaceutiques réunissaient des patients volontaires
atteints d'une maladie. Il distribuait à la moitié d'entre eux le médicament qu'il venait de mettre au point pour soigner cette maladie et donnait à l'autre moitié un placebo, c'est-à-dire une substance inactive parfaitement neutre qui avait l'aspect d'un médicament. Ces patients, bien sûr, ne savaient pas qu'on leur avait prescrit un placebo. Ils croyaient que c'était un médicament censé guérir leur mal. Les chercheurs mesuraient ensuite les résultats obtenus dans chacun des deux groupes de patients pour qu'ils puissent démontrer l'efficacité de leurs médicaments. Il fallait que les malades l'ayant absorbé présentent des résultats supérieurs à ceux constatés dans le groupe de personnes ayant pris le placebo. J'ai découvert ainsi que les placebos avaient un certain impact sur les maladies, ce qui était déjà extrêmement surprenant, puisqu'il s'agissait de maladies réelles et que les placebos étaient, quant à eux, des substances tout à fait inactives. Le seul rapport était donc psychologique. Les patients croyaient qu'il s'agissait d'un médicament et donc croyaient que cela allait les guérir. Et dans certains cas, cela suffisait effectivement à les guérir. Ce qui me fit vraiment réagir, c'est le nombre de cas pour lesquels la croyance en la guérison suffisait à guérir le patient. Il était à moins de 30%. Même des douleurs pouvaient disparaître. Un placebo était aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Des patients avaient mal, ils souffraient et l'absorption d'un vulgaire comprimé de sucre ou de je ne sais quel ingrédient neutre supprimait leur douleur. Il suffisait qu'ils y croient. J'ai continué de consulter, méduser quantité de chiffres similaires concernant des maladies diverses et variées, puis tombé sur le chiffre qui me cloua sur place, les doigts comme englués sur le clavier. On avait administré à des malades un placebo présenté comme de la chimiothérapie et 33% d'entre eux avaient intégralement perdu leurs cheveux. J'en restais bouche bée devant mon écran. Ces malades avaient avalé l'équivalent d'un morceau de sucre en croyant que c'était un médicament, dont l'effet secondaire bien connu est la perte des cheveux. Et ils avaient effectivement perdu leurs cheveux. Mais ils n'avaient rien avalé d'autre qu'un putain de morceau de sucre. Mon Dieu, nom de Dieu, j'étais pétrifié, confondu par ce pouvoir de croyance sur lequel avait tant insisté le guérisseur. C'était tout simplement incroyable, et pourtant les chiffres étaient bien réels. Publiés par un test sérieux de laboratoire, réputé pour ses chimiothérapies. L'instant d'après, je me sentis bizarrement un peu révolté. Pourquoi en effet ne révélait-on pas ces chiffres au grand public? Pourquoi ne pas les confier aux médias? Cela ouvrirait des débats qui finiraient par amener la science à se pencher sur la question. Si des phénomènes psychologiques permettaient d'avoir à ce point un impact sur le corps et les maladies, pourquoi concentrer la recherche sur la production de coûteux médicaments jamais exemples d'effets secondaires? Pourquoi ne pas s'intéresser davantage au moins de guérir les malades par la voie psychologique? J'ai quitté la pièce en laissant volontairement mon écran allumé sur la page communiquant ces données. Avec un peu de chance, le prochain résident à entrer ici serait le patron d'un grand groupe de presse. Il n'était pas interdit de rêver. J'ai salué négligemment le réceptionniste en partant, bien sûr, sans chercher à régler mon temps de connexion. Ce serait apparu peu crédible de la part d'un habitué de ces arts d'endroit. Bonjour, dis-je à la jeune femme qui m'accueillit comme d'habitude. Il m'avait fallu près d'une heure et demie pour venir depuis Lamankila.
La simple vue du campement et de son jardin suffisait à me mettre instantanément dans un état de bien-être profond. C'est un petit nuage, un peu comme lorsque l'on rouvre le tube de crème solaire de l'été précédent et que son parfum vous transporte en un instant sur le lieu de vos dernières vacances. Mais Santian n'est pas là aujourd'hui. Pardon? J'étais ramené brutalement sur terre. Pas là. Lui et ce lieu me semblaient tellement indissociables que j'avais du mal à imaginer qu'il puisse s'en extraire. Il s'est peut-être absenté, mais il va revenir. Je vais l'attendre. Non. Il m'a dit de vous remettre ceci, dit-elle en me tendant une feuille de papier beige pliée en 4. Il m'avait laissé un mot. S'il voulait expliquer son absence, pourquoi n'avait-il pas simplement transmis verbalement un message à la jeune femme pour qu'elle me le répète? J'ai déplié le papier et lu d'une traite, oubliant sa présence. Avant notre prochaine rencontre, écrivez tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve d'une vie heureuse. Faites l'ascension du mont Squaw, Santian. Faire l'ascension du mont Squaw, mais cela représentait au moins 4 ou 5 heures de montée. Et sous la chaleur, pourquoi pas l'Annapurna? Elle me regardait en souriant. Pas du tout concerné par mes préoccupations, et a-t-il dit quelque chose en vous donnant ce papier? A-t-il ajouté un commentaire? Demandai-je. Rien de particulier. Il m'a juste dit de vous le remettre en ajoutant que vous comprendriez. Je comprenais surtout qu'il n'était pas là pour m'accueillir. Moi qui n'avais plus que 3 jours devant moi avant mon départ, j'étais très frustré. Vous savez s'il sera là demain? Sans doute, répondit-elle, sur un ton qui signifiait plutôt qu'elle n'en savait rien. Si vous le voyez, surtout dites-lui que je passerai demain matin et que je compte vraiment sur lui. Il faut absolument que je le voie. Je pris congé et regagné ma voiture en traînant des pieds. J'ai pris la direction de Mont Squaw, au nord de l'île. Sans enthousiasme, il ne fallait pas tarder si je voulais le gravir et redescendre à Valane. Au bout de quelques kilomètres, je vis un enfant marcher au bord de la route. 8 ou 10 ans, je ne savais pas. Je n'ai jamais été doué pour évaluer l'âge des enfants. Dès qu'il aperçut ma voiture, il s'arrêta et tendit son pouce. Je n'avais aucune raison de ne pas le prendre en stop. Il monta à bord, arborant un sourire satisfait. Comment t'appelles-tu? Qu'es-tu? Pas surprenant, il n'existe que 4 prénoms balinais, en tout cas dans la caste la plus répandue. Quand on rencontre un inconnu, il y a donc une chance sur 4 qu'il s'appelle Qu'es-tu. Tu n'as pas à l'école aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Tu vas chez tes parents? Mes parents sont morts tous les deux. J'avalais ma salive, me reprochant ma gaffe, quand j'ai réalisé qu'il avait conservé son sourire. Ils sont morts dans un accident de voiture la semaine dernière. Précisa-t-il, toujours en souriant. J'étais assez déstabilisé, même si je savais que les balinais n'ont vraiment pas la même relation que nous à la mort. Le fait de croire en la réincarnation les amène à lui donner un sens très différent du nôtre. Pour eux, cela n'était pas spécialement triste. J'ai regardé cet enfant sourire et pour la première fois, je me dis que j'aurais aimé être balinais et appartenir à une culture qui aurait induit en moi des croyances si positives. Pendant un long moment, je me demandais en quoi ma vie même serait changée si je percevais différemment ma propre mort. J'ai déposé l'enfant au village suivant et continué ma route.
pas un nuage pour calmer l'ardeur du soleil. L'ascension du mont Squaw promettait d'être pénible. J'ai commencé vraiment à me demander si j'allais trouver le courage de l'entreprendre. Je n'en avais pas franchement envie, et de toute façon, je ne voyais pas ce que cela était censé m'apporter. Pourquoi m'avait-il confié cette tâche? Dans quel but? Quel était le rapport avec nos conversations, avec ma quête d'une vie heureuse? Aucun. Alors, à quoi bon? Et puis, j'avais une autre tâche plus pertinente. Celle-là, il valait mieux que je me consacre à elle. Plus j'avançais vers le mont Squaw, plus je cherchais des raisons de ne pas le gravir. Il ne fallait pas que je me mente à moi-même, m'avait expliqué le guérisseur. Eh bien, la vérité était que je n'avais pas du tout envie d'en faire l'ascension. Je n'avais pas besoin de le justifier par des arguments pseudo-rationnels. Je dirais la vérité au guérisseur demain. Et si j'étais supposé découvrir quelque chose dans la montagne, il me dirait quoi? Et cela me suffirait. Je suis capable de comprendre ce que l'on m'explique. Je me sentis d'un seul coup soulagé par ma décision, comme libéré d'un poids. Je bifurquai à l'intersection suivante et pris plein est direction ma plage. J'arrivai sur place en fin d'après-midi. Je me garai et croisai Claudia en marchant vers mon bungalow. Bonjour Claudia, superbe journée, n'est-ce pas? Oui, il fait beau aujourd'hui. On va le payer demain, dit-elle en s'éloignant. Les phrases anodines que j'avais toujours acceptées sans y penser me titillaient maintenant les oreilles. Le monde de Claudia était plutôt triste et les bonnes choses y étaient donc louches. Elle croyait peut-être ne pas les mériter, et quand l'une d'elles survenait, Claudia s'attendait à en payer le prix tôt ou tard. Je m'armai d'un carnet et d'un crayon et m'assis sur le sable adossé au tronc d'un palmier. Profitant de son ombre légère, la plage était déserte. Seul un petit bateau de pêcheurs au large révélait une présence humaine entre moi et l'infini de l'horizon. Je commençais par noter tout ce qui m'était venu à l'esprit la veille. Au restaurant, j'avais l'impression d'écrire mon testament de bonheur. Si je venais à mourir, mes héritiers pourraient lire la vie que j'aurais aimé vivre. Qu'est-ce qui m'empêchait de vivre cette vie désirée? Difficile de répondre globalement. Il me fallait descendre dans le détail. Je repris un à un les points que j'avais évoqués et il me fut malheureusement facile de trouver les raisons qui rendaient impossible la réalisation de mes rêves, de mes projets, la mise en œuvre de mes idées et finalement mon accès au bonheur. Je passais près d'une heure à écrire et c'est assez mélancolique que je regardais ensuite la nuit tomber sur la mer. J'avais, comme tout le monde, vécu des instants de bonheur. Mais j'avais le sentiment que je n'étais pas fait pour vivre pleinement heureux. Le bonheur était peut-être réservé à certaines personnes, à quelques élus dont je n'étais pas. Le moment de ma baignade nocturne arriva et je nageai silencieusement pendant un très long moment. Me lever tôt allait finir par devenir une habitude. Je voulais absolument voir le guérisseur ces jours-là et j'avais une légère appréhension en raison de son absence de la veille. Je me préparai en hâte et sautai dans ma voiture, sans oublier les notes que j'avais prises. Je fis quelques excès de vitesse et m'amusai à penser qu'écraser un piéton ou deux leur offrirait une chance de se réincarner plus tôt que prévu. Je fus soulagé de m'entendre dire « Veuillez me suivre » lorsque je me présentai devant la jeune femme à l'entrée du camping. Je me détendis, humais l'air parfumé du jardin, et c'est avec une joie sincère que je salue Maître Samtien.
lorsqu'il me rejoignit. J'étais très déçu de ne pas vous voir hier, lui confiai-je. Avez-vous avancé dans vos réflexions concernant votre vie? Oui. Vous voyez, vous n'avez pas tant besoin de moi, dit-il en souriant. Nous nous assîmes par terre sur la natte comme à l'accoutumée. Alors, avez-vous trouvé des informations intéressantes sur les placebos? Me demanda-t-il. Oui, et ce que j'ai lu m'a époustouflé, avouai-je. Je lui contai le fruit de mes recherches de la veille à la mancula. Je pensais que je trouverais des preuves de l'effet des placebos sur des mots pour lesquels le psychisme joue un rôle évident, comme les troubles du sommeil par exemple. Mais j'ai été vraiment surpris de découvrir leur impact sur des maladies palpables et même les effets qu'ils peuvent avoir directement sur le corps. C'est très impressionnant, dis-je. Oui, c'est vrai. Je me disais qu'il était dommage qu'on ne fasse pas davantage de recherches pour réfléchir au moins d'utiliser le mécanisme des croyances pour guérir les gens. Oui, surtout que cela ne date pas d'hier. Il y a 2000 ans, Jésus le pratiquait déjà. Pardon? On n'en parle jamais, mais Jésus s'appuyait sur les croyances des gens pour les guérir. C'est une plaisanterie. Vous avez l'intention d'écrire Da Vinci Code 2? Sans répondre, il se pencha sur le petit coffre en bois de camphrier et à mon étonnement en sortit une Bible. Vous êtes chrétien? Non. Mais cela n'interdit pas de s'intéresser à la Bible. Il la feuilleta tranquillement, puis me lut un passage. Jésus répond à des aveugles qui le supplient de les guérir. Matthieu 9, 28. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il a vraiment dit cela? Lisez vous-même, dit-il en me tendant la Bible ouverte. Vous remarquerez qu'il ne dit pas, moi Jésus Tout-Puissant, j'ai le pouvoir de vous guérir. Non. Il leur demande s'ils croient qu'il a ce pouvoir. Puis il leur dit qu'ils obtiendront ce en quoi ils croient. C'est très différent. Je n'en revenais pas. Je relus en boucle ce passage de l'Évangile selon Matthieu. C'était incroyable. Comment Jésus pouvait-il savoir ce qu'au XXIe siècle, pratiquement personne ne savait, ne connaissait? Comment pouvait-il à ce point comprendre le fonctionnement des êtres humains au plus profond d'eux-mêmes? Je devais reconnaître que j'étais troublé par ce que je venais de découvrir. La voix du guérisseur me sortit de mes songes. Un chercheur américain a récemment mené une enquête sur l'efficacité de tous les traitements utilisés à notre époque pour soigner les cancers. Il s'est penché sur les résultats mesurés chez un groupe de malades. Ces résultats étant assez disparates, cela l'a amené à pousser l'investigation plus loin. Il a finalement mis en évidence que dans ce groupe, les malades qui guérissaient avaient bénéficié de traitements très différents les uns des autres. En revanche, ces malades avaient tous quelque chose en commun. Quoi? Tous ceux qui ont guéri étaient au préalable absolument convaincus que leur traitement allait les guérir. Ils avaient une confiance totale en leur médecin et dans le choix du traitement. Pour eux, la guérison allait de soi. Donc, peu importe le traitement, ce qui compte, c'est d'y croire en qu'elle soit oui. C'est fou. Le cancer n'est pourtant pas une maladie psychosomatique, et l'on peut observer sa présence dans l'organisme de façon incontestable.
On ne connaît pas bien encore toutes les causes possibles du cancer. Il y a vraisemblablement un terrain héréditaire, des causes environnementales, la pollution, l'alimentation, etc. Mais il existe peut-être aussi, dans certains cas, une dimension psychologique encore méconnue. Comment ça? Il s'est produit il y a quelques années un fait troublant que l'on n'a pas su expliquer. Quoi? Une femme présentant les symptômes d'un cancer du sang, une leucémie, s'est fait admettre aux urgences d'un hôpital américain. On lui a immédiatement fait une prise de sang, laquelle a montré une formulation sanguine typique d'une leucémie. Le protocole de l'hôpital exigeait que l'on fasse une seconde prise de sang pour confirmer les résultats de la première. Or, cette seconde prise de sang a révélé une formulation sanguine tout à fait normale. Surpris, les médecins demandent alors une troisième prise de sang. Et là, les résultats sont identiques à ceux de la première analyse. Les médecins pensent donc que le deuxième examen sanguin a été mal fait et que ces résultats sont faux. Pour en avoir le cœur net, ils ordonnent une quatrième prise de sang, sauf que celle-ci confirme les résultats de la deuxième. Stupeur et incompréhension, ce n'est que plus tard qu'ils apprirent que la patiente souffrait par ailleurs d'un dédoublement de la personnalité. Elle était capable de changer de personnalité d'un instant à l'autre. Et il se trouve que ces changements s'étaient opérés entre les diverses prises de sang. L'une de ces personnalités était atteinte d'un cancer, l'autre pas. Mais il s'agissait de la même personne. Oui, c'est hallucinant. C'est un mystère. On n'a jamais pu l'expliquer. J'étais impressionné et à nouveau enthousiaste à l'idée que le jour où l'homme mènerait des recherches dans cette direction, on élargirait de façon considérable le champ des possibles en médecine. Chers amis, arrivés à ce niveau, nous allons souhaiter nous limiter là pour encore reprendre la prochaine fois avec la 7e séance de lecture. Merci très chers amis lecteurs et lectrices d'avoir écouté. Et j'espère que ça vous apporte un bien profond d'écouter ces lectures. Mais il serait plus profitable pour vous et moi de bien vouloir changer nos croyances, de positiver nos croyances. Merci très chers amis lecteurs et à la prochaine fois.